et bienvenue à cette matinale organisée par France Gaz. Alors, ce matin, nous allons parler de compétitivité de l'industrie française à l'heure de la décarbonation. Comment les industriels français peuvent-ils à la fois réduire leurs émissions de gaz à effet de serre tout en restant compétitifs, et ce, dans un contexte géopolitique à la fois très tendu et instable? C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons également parler des solutions gaz disponibles actuellement et à venir. Quelques chiffres tout d'abord. Donc, l'Union européenne s'est fixée d'atteindre la neutralité carbone en 2050, donc ça nous le savons. Plus proche de nous, l'objectif 2030 est de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55%. Pour la France, ça correspond à une baisse de 5% chaque année entre maintenant et 2030. Toujours en France, d'ici 2030, il faudrait que notre part de consommation d'énergie finale liée aux énergies fossiles soit également réduite. Elle est actuellement de 58%. Il faudrait qu'elle passe à 42% en 2030 et 30% en 2035. Ça, c'est le projet de programmation pluriannuelle de l'énergie, le PPE3, qui est actuellement en consultation. C'est ce qu'il nous dit. Alors, globalement, les émissions de gaz à effet de serre en France diminuent. En 2023, elles ont même baissé de 5,6%, c'est l'INSEE qui nous le dit. C'est une réduction qui est largement portée par l'industrie. D'abord grâce aux efforts de décarbonation que celle-ci entreprend depuis des années, et nous allons avoir des exemples très intéressants ce matin. Mais aussi, c'est à cause de la baisse de l'activité industrielle. Donc ça, c'est moins positif. D'ailleurs, le dernier baromètre industriel de l'État nous le confirme. La France connaît un ralentissement de son industrialisation. Et les secteurs les plus énergo-intensifs sont ceux qui ferment davantage d'usines qu'ils n'en ouvrent. Donc ce n'est pas le but recherché. A priori, le sens de la décarbonation, ce n'est pas d'arrêter ou de réduire la production, c'est plutôt de produire de manière plus respectueuse du climat. Donc, comment décarboner tout en maintenant un certain niveau de production? Donc, quelles sont les solutions existantes ou à venir? Pour en parler, nous accueillons ce matin 8 invités autour de 3 tables rondes. La première abordera l'avenir de l'industrie française à l'aune de la décarbonation. La seconde table ronde vous permettra d'avoir la primeur du nouveau livre blanc édité par France Gaz sur les solutions gaz pour décarboner l'industrie. Et enfin, troisième table ronde, troisième séquence avec 3 industriels qui vont venir témoigner et chacun nous présenter un levier de décarbonation, des leviers de décarbonations différents. Alors, pour vous, important, à la fin de chaque table ronde, vous aurez une séance de questions-réponses d'environ 10 minutes. Vous allez donc pouvoir poser vos questions sur la plateforme Livestorm. Vous avez un onglet questions et donc au fil des échanges, n'hésitez pas à poser vos questions. C'est parti pour 1h30 ensemble. Nous commençons avec nos 3 premiers invités, donc sur l'avenir de l'industrie française à l'aune de la décarbonation. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Frédéric Martin, je commence par vous. Vous êtes président de France Gaz, donc c'est le syndicat professionnel de l'industrie gazière française qui a notamment pour mission de développer les gaz renouvelables et bas carbone et de soutenir les nouvelles technologies pour la neutralité carbone. Bonjour Carole. Bonjour Frédéric Martin. Jean-Baptiste Léger, vous êtes responsable du pôle transition énergétique du MEDEF, qui est le premier syndicat patronal français, et vous êtes également président du comité des affaires industrielles de Business Europe. Donc, Business Europe, c'est une association qui est basée à Bruxelles, qui défend les intérêts des entreprises de 36 pays européens et qui a pour membres directs des fédérations patronales nationales, dont le MEDEF. C'est exact. Bonjour Carole. Bonjour Jean-Baptiste Léger. Et enfin, Bertrand de Singly. Vous êtes directeur général adjoint de France Industrie. C'est une organisation professionnelle qui représente l'industrie en France et
France Industrie rassemble 30 fédérations sectorielles de l'industrie et 53 grandes entreprises industrielles. Bonjour Carole. Alors, je commence par vous, Bertrand de Singly. Donc, pour France Industrie, est-ce que vous pouvez nous donner quelques mots sur ce que représente l'industrie en France aujourd'hui, du point de vue économique et aussi du point de vue de ses émissions de gaz à effet de serre? L'industrie, je commençais par les emplois, c'est environ 3 millions de salariés qui sont dans 300 000 entreprises. Donc, ça, par un calcul rapide, vous voyez qu'on a des PME, des ETI et des grandes entreprises industrielles. Et France Industrie rassemble au travers de ces fédérations et directement des grandes entreprises l'ensemble de cette industrie et de sa diversité en France. Du point de vue économique, c'est l'industrie entre 10 et 14% du PIB national, suivant qu'on intègre uniquement l'industrie manufacturière ou si on la prend dans une vision plus large, élargie aux énergies et utilités. Et donc concrètement, le PIB national, c'est 3 000 milliards. Donc vous voyez, si pour l'industrie, on est entre 300 et 450 milliards d'euros de richesse nationale produite chaque année. En termes d'emploi, je le disais, c'est à peu près 13% de l'emploi national, donc on est là aussi. Et sur les émissions de gaz à effet de serre, l'industrie, c'est 17% des émissions. Donc vous voyez qu'on représente un petit peu plus que notre poids dans l'économie. Mais vous l'avez souligné, que l'industrie est le secteur qui a les meilleurs résultats de baisse des émissions. Et si on prend en compte une étude récente de Rexecode, la bonne nouvelle, c'est que je dirais 80% de cette baisse, c'est de la vraie baisse. Et 20%, c'est de la mauvaise baisse si on revient à ce sujet. Après, à plus court terme, dans la trajectoire qui a été élaborée par le SGPE, le Secrétariat général à la planification écologique, l'ambition, c'est de passer d'environ 80 millions de tonnes de gaz à effet de serre en 2019 à 45 millions de tonnes en 2030. Donc là encore, quand on regarde, c'est à l'industrie qu'on va demander l'effort le plus intensif de décarbonation d'ici 2030. Oui, merci. Justement, on va voir au cours de cette matinée comment faire, comment l'industrie peut faire. Et sachant que beaucoup de décisions ont justement des décisions qui impactent l'industrie française sont prises à l'échelon européen, je me tourne vers vous, Jean-Baptiste Léger. Pour Business Europe, vous avez assisté à la présentation du Clean Industrial Deal, donc qui était le 26 février à Anvers, par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Donc ce pacte pour une industrie propre, en français, doit encore passer devant le Parlement et le Conseil. Ceci dit, en attendant, comment est-il accueilli par l'industrie française? Est-ce que vous avez déjà des choses à nous dire sur ce qui a été obtenu ou sur les points à améliorer de ce Merci, Clean Carole. Industrial? Je pense qu'il faut le dire clairement. Ce pacte pour une industrie propre, il est très insuffisant. Et il ne permet pas à date de résorber le déficit de compétitivité de l'industrie européenne. Alors, je pense qu'il y a quelques années, on aurait vu ce pacte, on aurait tous considéré cela comme une victoire. Parce que ce pacte, ou le discours de la Commission européenne, il dit une chose très claire, il dit qu'on ne pourra pas atteindre la décarbonation sans une économie industrielle, une économie européenne forte, sans une industrie forte. Et ça, c'est le message qu'on martèle depuis plusieurs années. Donc on peut, bien sûr, se satisfaire de cette victoire idéologique ou cette victoire de discours. Mais cette victoire, elle intervient quand? Elle intervient à un moment où l'Europe est vulnérable du point de vue économique, elle est faible du point de vue géopolitique. Et donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'avoir une victoire idéologique, c'est que la prise de conscience de la Commission européenne se traduise par des actes. Or, ce qu'on voit dans le Clean Industrial Deal, c'est 4 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est un problème de tempo. Cette annonce qui a été faite en février, elle intervient 1 mois après la boussole de la compétitivité. Elle intervient 6 mois après la présentation du rapport Draghi, qui a été vraiment un rapport fondateur pour la prise de conscience de l'Europe de cette perte de compétitivité. Elle intervient quasiment 9 mois après les élections européennes, dans lequel c'était déjà un thème central. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème de tempo sur les annonces de la Commission, parce que ce Clean Industrial Deal, ce n'est pas un texte, c'est plusieurs textes, c'est des stratégies, c'est des textes qui vont s'échelonner entre 2025 et 2026. Or, ce dont l'industrie a besoin, c'est d'actions concrètes, maintenant, immédiates. Donc, il faut continuer à mettre la pression sur la Commission en termes de tempo. 3 autres points de faiblesse de ce Clean Industrial Deal, c'est un problème de méthode. Comme souvent, au niveau de la Commission européenne, on raisonne en paquets. Et donc, dans ce texte du Clean Industrial Deal, vous avez
par exemple, le cadre sur les aides d'État. Vous avez un plan sur l'énergie abordable. Et donc tout cela est un peu dilué. Et donc c'est difficile parfois de saisir vraiment ce qui est concret et ce qui est important maintenant. L'autre point, c'est qu'il y a un problème de cohérence. C'est-à-dire que le discours de la Commission européenne, que je disais, est très acceptable pour nous. Il faut encore qu'il se matérialise dans les faits. Je vais vous donner un exemple, et même ce sont des choses qui vont résonner avec notre discussion aujourd'hui. Un principe pour lequel on se base, c'est le principe de neutralité technologique. C'est extrêmement important pour la filière gaz en particulier. C'est-à-dire que la décision sur l'innovation, le choix technologique, les meilleurs moyens de se décarboner doit rester aux acteurs économiques. Il ne doit pas être préempté par une décision politique parce que généralement, ça tombe à côté. Et ça, c'est un principe extrêmement fort. Et le dernier point, c'est une question d'ambition économique. Alors, le Clean Industrial Deal a annoncé un fonds de 100 milliards d'euros pour la décarbonation. La somme est importante, surtout si on le met effectivement en regard de l'industrie française. Ah, ça suffit pas? C'est insuffisant. Le rapport Draghi proposait 800 milliards d'euros. Et quand on voit l'argent qui est mis aux États-Unis et en Chine, on voit vraiment qu'on ne va pas assez loin. Et donc c'est vraiment notre rôle de mettre la pression sur la Commission. Vigilance, insuffisance pour l'instant à l'heure actuelle. Alors restons au niveau européen, Jean-Baptiste Léger. Donc on va parler du CBAM, qui est le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, MACF en français. Donc il va imposer un coût carbone aux importations de biens comme le ciment, le fer, l'acier, l'aluminium, l'électricité, etc. À partir de 2026. Donc son principe, c'est d'éviter les fuites de carbone, c'est-à-dire le déplacement des émissions vers des zones moins réglementées. Est-ce que le CBAM est adapté en l'état aux besoins de l'industrie? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en théorie, le CBAM, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, c'est le meilleur moyen de décarboner une zone économique tout en préservant sa compétitivité, en limitant son exposition au risque de concurrence déloyale de la part de partenaires commerciaux qui, eux, sont moins décarbonés. Si vous discutez avec des chercheurs en économie, ils vous diront « Ah oui, vous mettez une taxe carbone, vous mettez en parallèle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et c'est parfait. Vous pourrez à la fois décarboner votre industrie domestique et en même temps lutter contre des dumpings extra-communautaires ou extra-européens. » Ça, c'est en théorie. C'est l'objectif, oui. Ah oui. Ça ne va pas marcher? En pratique, ce CBAM, tel qu'il est maintenant, c'est largement insuffisant, c'est même catastrophique, pour au moins 3 raisons. D'une part, c'est un monstre de complexité. Et comme souvent au niveau européen, vous avez de très bonnes idées, et derrière l'exécution pêche par excès de bureaucratie. Et donc aujourd'hui, la déclaration, enfin, les entreprises qui sont soumises au CBAM se retrouvent à devoir faire des déclarations extrêmement complexes. Et donc c'est vraiment très compliqué à mettre en place. On a compris la complexité. Deuxième point, c'est que c'est un bouclier qui est troué. C'est-à-dire que le CBAM, tel qu'il va laisser passer des émissions quelque part. Et donc il y a un risque, comme vous le disiez, de fuite de carbone qui est avéré. Donc vous avez des industries qui s'installent aux portes de l'Europe, au Maroc, en Turquie, pour justement éviter les effets CBAM sur les parcs qui sont aujourd'hui exposés au CBAM et qui, du coup, vont exporter au niveau européen. Et le troisième point, c'est que c'est une machine à désindustrialiser l'Europe du point de vue de l'export. Parce que du coup, vous renchérissez le coût de la production en Europe, et derrière, vous renchérissez mécaniquement l'export. Et donc l'Europe, qui est un continent ouvert et exportateur, se retrouve pénalisée. Et donc en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est une simplification du CBAM, une remise à plat du système. Si on n'y arrive pas, il faudra maintenir le système actuel, qui est un système de quotas gratuits, et décarboner autrement que par le commerce, c'est-à-dire décarboner par la subvention. On va justement voir comment ça se passe au niveau français. Donc, avec vous, Bertrand de Singly, qui représentait France Industrie. Quels sont les enjeux clés pour les industriels concernant la décarbonation et la compétitivité? Est-ce que vous pouvez justement nous parler du marché carbone, ETS1, et du fameux système d'échange de quotas d'émissions, ETS1, et peut-être aussi nous dire un mot sur l'ouverture de l'ETS2 en 2027? Peut-être pour commencer, le marché carbone, il est largement dominé par des règles européennes. Et aujourd'hui, on vit dans un système qui s'appelle ETS. Alors maintenant, on l'appelle parfois ETS1, puisqu'il y a son petit frère qui arrive, ETS2. Dans le système actuel, il y a 700 industries émettrices qui sont soumises à l'ETS1. Donc 700 industries, 300 000 entreprises en industrie en France. Donc on voit que on couvre les plus gros émetteurs, et c'est dans les règles classiques de Pareto. Si vous avez traité sur 80-90% des émissions de façon sérieuse, c'est assez efficace. Donc voilà, ça c'est la première étape. Ce système, il est amené à évoluer en 2026. Pourquoi? Parce que dans le système actuel tel qu'il est conçu, de toute façon, il y a un problème, c'est que la courbe, la trajectoire,
elle passe sous zéro en 2039. Donc c'est comme si on avait décarboné 100% des 700 industries en 2039. Ça n'est absolument pas crédible, sauf à vouloir fermer massivement l'industrie en Europe. Donc il faut le réviser en 2026. Ça, c'est un point qui est majeur. La complexité, c'est qu'avant, on doit absolument corriger les nombreux dysfonctionnements du MACF qu'a rappelé Jean-Baptiste. Et ça, c'est une urgence de 2025. Nous, on veut absolument démarrer 2026 avec un mécanisme qui fonctionne, et aujourd'hui, rien ne le démontre. Et le TS2, il est amené à arriver sur le marché, si je puis dire, en 2027, avec quelques doutes sur la date d'arrivée. Et surtout, l'enjeu de l'ETS2, c'est qu'on va soumettre de nouvelles émissions à un système de marché, et les produits du système va en partie aller alimenter les fonds européens. Donc on a un enjeu massif ou majeur pour l'industrie, c'est de récupérer ces fonds pour nous-mêmes nous décarboner. Et aujourd'hui, tel que c'est conçu, on a quand même un doute sur notre capacité à récupérer ces fonds. Et aujourd'hui, dans l'état des finances publiques françaises, à chaque fois qu'on veut des fonds, on nous dit allez les chercher au plan européen. Donc c'est absolument crucial que nous participions France à la définition d'un mécanisme qui nous aide nous-mêmes à nous décarboner au profit de notre industrie. D'accord, donc définir un mécanisme plus adapté. Et voilà. Et puis il y a aussi un enjeu important pour les industries les plus intensives du point de vue énergétique, c'est la compensation des coûts indirects, qui est un mécanisme qui permet de neutraliser en partie les sous-jacents du marché carbone sur la formation des prix de l'électricité. Donc c'est un sujet qui est assez complexe, mais c'est totalement essentiel pour préserver les industries les plus électro-intensives. Et ce mécanisme-là, il s'arrête aujourd'hui en 2030. Or, les investissements que nous faisons en 2025, en 2026, ils vont au-delà de 2030. Donc on a besoin d'être rassurés rapidement à l'échelon européen par la poursuite de ce mécanisme et évidemment les conditions de poursuite de ce mécanisme. Et est-ce que vous pouvez aussi nous dire quelques mots sur un autre facteur qui pèse sur la compétitivité des entreprises? Donc ce sont les prix de l'énergie. Comment vont-ils évoluer pour les industriels? Alors les prix de l'énergie, ils ont ceci d'admirable que si on savait les prédire suffisamment à l'avance, on pourrait investir de façon la plus efficace possible. Il y a des aléas, je pense que celui qu'on a connu en 2022, qui avait un peu débuté d'ailleurs en 2021 entre la guerre en Ukraine et puis un problème sur technique sur le parc nucléaire français, ont amené des prix de l'énergie en 2022 qui ont été extrêmement perturbants pour l'ensemble de l'économie et pour l'industrie en particulier, amenant parfois certains industriels à arrêter leur production. En 2025, on commence à avoir la fin de ces contrats excessifs sur les prix de l'énergie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La nouvelle, en tout cas le changement majeur qu'on attend l'année prochaine en 2026, c'est la fin du dispositif de régulation électrique qui était en place depuis 15 ans. Et donc on arrive dans un nouveau monde avec, de toute façon, quoi qu'il arrive, une augmentation des prix de l'électricité pour l'industrie. Et ça, c'est un élément de dégradation de compétitivité qu'il faudra absorber. Et ça, c'est un enjeu sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui toute l'année et on souhaite avoir un mécanisme le plus efficient possible pour l'industrie. Tout à fait, je crois que nous en parlerons, nous aurons aussi l'occasion d'en parler lors des témoignages de nos industriels. Frédéric Martin, pour France Gaz. Donc l'objectif, c'est d'aller vers un monde sans énergie fossile, tout en rassurant les industriels. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que propose la filière gaz pour cela ? Eh bien, comme l'indique Bertrand, on a quand même connu ces 5 dernières années pas mal d'événements. Notre première priorité, d'abord, c'est de garantir aux industriels une sécurité d'approvisionnement. On l'a vécu avec la fin des flux russes, hein, et donc assez rapidement, la filière gazière a dû s'organiser pour inverser les flux. Ça a fortement impacté l'exploitation de nos installations, mais il fallait absolument garantir à nos industriels la capacité à bénéficier effectivement toujours d'énergie pour faire tourner les usines. Ça, c'est le premier sujet, donc la sécurité d'appro. Le deuxième sujet, Jean-Baptiste en a parlé, on doit vraiment, et vous l'avez indiqué dans votre propos introductif, on doit encore accompagner la performance, notamment au niveau des process. Et donc, les 2 centres de recherche de la filière gaz, que sont RICE et le CRIGEN, aident les industriels à optimiser leurs process. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut vraiment être toujours le plus efficient possible. Ça fait partie de la compétitivité, puisque, comme le dit Bertrand, si l'énergie est amenée à évoluer à la hausse, il faut vraiment qu'on soit le plus efficient sur le plan des rendements. Le troisième point, c'est offrir le maximum de solutions.
Jean-Baptiste l'a souligné, je pense que seuls les industriels sont à même de juger les moyens de se décarboner. Et je pense qu'ils ont besoin de toutes les solutions. Et donc, il faut absolument qu'on multiplie le nombre de solutions. Alors, vous verrez que dans les tables rondes qu'on va présenter aujourd'hui, on balaye un peu tout. On balaye évidemment l'efficacité énergétique, on balaye la captation et le stockage de carbone. On propose des solutions évidemment du gaz vert. Donc, la filière gaz est très active sur la promotion du gaz vert, qui est une industrialisation en France, puisqu'on importe aujourd'hui du gaz. L'idée, c'est de ramener cette production en France. Donc, nous, on est vraiment dans l'idée d'industrialiser la France dans la production de gaz vert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les pouvoirs publics, on travaille pour que les objectifs augmentent tout en restant compétitifs, puisque, comme l'indiquent les intervenants, il faut absolument qu'on soit à égalité de traitement vis-à-vis de nos concurrents. Donc, c'est à la fois, on doit disposer d'énergie décarbonée et en même temps être les plus performants. Un point dont on parle peu, on travaille aussi beaucoup sur la performance de la filière gaz, et notamment dans les derniers tarifs fixés par la CRE, il y a un très gros effort qui est demandé aux intervenants des infrastructures pour battre l'inflation. C'est-à-dire que dans toutes les entités aujourd'hui des infrastructures françaises, les équipes travaillent pour baisser les coûts, pour permettre le coût d'abonnement le plus faible possible pour nos industriels. Et puis enfin, un point important, on fait partie de l'équipe France, hein, on est assez représentatif ici. On défend au niveau européen et français la neutralité technologique et le fait de travailler, j'allais dire, de manière équivalente par rapport aux concurrents étrangers. Enfin, c'est comme si, moi j'aime bien le sport, c'est comme si on joue au rugby, mais pas avec les mêmes règles, et on met des inconvénients sur certains et pas sur d'autres. Donc je pense que les grands sujets, c'est effectivement faire comprendre aux pouvoirs publics qu'il faut laisser la main aux entreprises pour choisir leurs solutions, qui, contrairement à ce qu'on pourrait dire, elles sont d'accord pour se décarboner. Elles demandent simplement des règles qui soient équitables vis-à-vis de ce que l'on impose aux produits qui sont importés et leur permettre de s'équilibrer. Alors, c'est pas facile. On a un problème d'agilité, mais bon, comme vous le savez, la filière gaz est vraiment à côté des industriels, parce qu'il faut être solidaire dans ce contexte qui est assez difficile. On doit serrer les rangs. Alors, la neutralité technologique dont vous avez parlé, c'est l'idée de c'est l'idée que accueillir tous les produits de la même manière. C'est l'industriel qui va choisir à la fois la technologie qui lui paraît la plus efficiente, parce que tout le monde n'a pas le même âge d'installation, tout le monde n'a pas le même portefeuille de clients. On a beaucoup de clients qui nous disent « ça ne me gêne pas du tout d'acheter du gaz vert plus cher, par exemple, parce que j'ai des clients qui sont capables et qui me demandent un bilan carbone sur ces produits-là. Mais à côté de ça, j'ai des clients qui aujourd'hui ont le choix entre des produits qui viennent d'Asie ou d'Amérique et qui sont fabriqués avec des énergies fossiles. Et donc sur avec un bilan carbone très élevé. Mais sur lequel, moi, je ne serai plus compétitif si vous m'imposez de me décarboner plus vite que les concurrents étrangers. Et puis enfin, sur la solution technique réelle, on a des solutions qui sont adaptées à certains process et d'autres qui ne le sont pas. Enfin, moi, je fais souvent appel, il y a un rapport, Alice, qui avait été fait par exemple dans l'industrie, où on montre que 2/3 des process ne sont pas sur le plan technico-économique et électrifiables. Et on voit bien que les industriels, ce qui les intéresse, ils n'ont pas de dogme sur la solution technologique. Voilà, ce qu'ils veulent, c'est un prix, une solution et des choix parfois entre des coûts OPEX et des coûts CAPEX. Parfait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment limiter les contraintes, de l'agilité et offrir le maximum de solutions pour que les Alors industriels justement, puissent par choisir. rapport à toutes ces solutions qui existent, est-ce que, donc je le rappelais en introduction, le projet de PPE3 est actuellement en consultation. On le connaît, ceci dit, est-ce qu'il correspond à vos ambitions ? Alors je dirais que c'est un 50-50. Alors d'abord, c'est important d'avoir une trajectoire énergétique. Je rappelle que la dernière s'arrête à 2023, donc ça fait 2 ans qu'on n'a pas de visibilité, etc. Donc là où on est plutôt satisfait, c'est dans le fait que les pouvoirs publics reconnaissent la place du gaz, et notamment du gaz vert, dans le mix énergétique futur, puisqu'ils ont demandé à la filière de faire x4 d'ici 2030, et on a une discussion sur l'objectif 2035, où nous, on pense qu'il faut faire x8 pour vraiment avoir cette capacité x4, à donc c'est répondre. 44 TWh en 2030. TWh. Actuellement, on est à autour de 10, 12, 13, 14, c'est ça 14. Ah 14, oui, les choses parfait. avancent toutes les semaines. Les derniers chiffres. Donc 44, effectivement, TWh. On n'oublie pas l'hydrogène, puisqu'il y a un objectif aussi de fabrication d'hydrogène de capacité de 4,5 gigas, parce que, je le rappelle, dans la filière gaz, on est multimolécules. On va passer aux questions-réponses bientôt. Et Je vous laisse ensuite, terminer. le dernier point, c'est la partie, j'allais dire,
un peu focus, j'allais dire, qu'on a sur la neutralité technologique, puisque la PPE met encore l'accent en disant on confond le matériel et la molécule qui est fossile. Et donc, par exemple, le fait de dire qu'on veut supprimer les chaudières, ça nous paraît complètement, j'allais dire, décalé par rapport à la nécessité d'aujourd'hui. Voilà. Très, très bien. Je vous remercie. Je me tourne vers vous pour savoir s'il y a des questions. Puisque nous sommes à la séquence, nous avons une dizaine de minutes pour répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, la première, quelles actions prioritaires de la France et de l'Europe devraient être mises en place pour aider les industriels dans leur décarbonation? Donc, les actions prioritaires de la France et de l'Europe. Pour l'Europe, je vous pose la question. Oui, alors si on reprend le Clean Industrial Deal et qu'on... Jean-Baptiste Léger. Oui, si on reprend le Clean Industrial Deal et qu'on regarde ce qu'il y a dedans, il y a un texte qui arrive maintenant, c'est le texte sur les aides d'État. Et ça, c'est extrêmement important, parce que c'est un texte qui conditionne justement la manière dont les États peuvent ensuite accompagner leurs industries dans la décarbonation. Ce dont on s'aperçoit, et le combat qu'on mène maintenant, c'est de faire en sorte que ce cadre pour les aides d'État soit le plus neutre technologiquement possible. L'autre point qui arrive aussi maintenant, c'est l'acte délégué sur l'hydrogène bas carbone. Et donc les deux sont liés, mais Frédéric, vous parliez tout à l'heure d'hydrogène. Il faut faire en sorte qu'on puisse produire de l'hydrogène en France et que cela soit bien sûr compétitif, mais surtout simple, stable et bien encadré réglementairement. Or, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences qui pénalisent les acteurs de la filière. D'accord. Et au niveau français, donc les actions prioritaires qui pourraient être faites? Peut-être juste rappeler qu'avec Jean-Baptiste, on travaille très bien ensemble tous les jours sur les questions et françaises et européennes. Donc on partage tout ce qu'on se dit ensemble. Sur l'action France, il y a le SGPE, je suis désolé de le citer, mais c'est un peu la Bible, même si elle est questionnée sur les projections, a fait un travail provisoire en décembre 2024 qui montre que la décarbonation de l'industrie, dans la plupart des cas, elle ne pourra pas fonctionner sans un accompagnement public. Pourquoi? Parce que naturellement, malgré les signaux dont on parlait type ETS, les enjeux de décarbonation ne sont pas suffisants pour aller à l'objectif tellement il est ambitieux. Donc il y a des actions de sobriété et d'efficacité qui sont faites tous les jours par les industriels, parce que c'est des actions sans regret, mais des actions plus complexes. Électrification, passage, stockage de carbone, installation de certains types de chaudières biomasse, nécessite un appui. Et cet appui-là, il est aujourd'hui avec des fonds nationaux qui sont soumis aux contraintes des finances publiques. Donc, dans le contexte actuel, ce qui est extrêmement important pour nous, c'est qu'il y ait vraiment une cohérence entre les objectifs qu'on se fixe au niveau européen, déclinés au niveau national, et les moyens qui sont mis pour accompagner l'industrie. Et puis aussi, le prix de l'électricité, là aussi, si on veut s'électrifier, on en a parlé, effectivement. Alors, seconde question pour Frédéric Martin. Est-ce que nos achats de gaz vert vont être valorisables dans l'ETS 2, donc le système d'échange de quotas d'émissions qui nous attend pour 2027? Oui, la réponse est oui, très clairement. Ce qu'il faut, par contre, c'est qu'on le dit, on le répète, il faut vraiment permettre ne pas confondre au niveau européen et français l'installation et le combustible. Voilà. Et donc, il faut vraiment reconnaître l'ensemble des solutions bas carbone, des molécules bas carbone, dans les solutions capables d'être proposées aux industriels. Mais pour le gaz vert, il n'y a pas de problématique. Il y a encore une méthodologie, ce qu'on appelle market base, qu'on essaye de faire passer de manière commune sur l'ensemble des États européens, puisque toutes les entreprises ont des clients qui soient français ou européens. Et donc, on cherche un référentiel commun. On parle beaucoup du CSRD. On dit que souvent, il est très compliqué, ce qui est tout à fait vrai, mais il a l'avantage d'être commun à l'ensemble des pays européens. Donc, ce qu'on demande, c'est qu'effectivement, il soit simplifié, qu'il intègre la méthodologie market base, qui permet à tous les industriels d'intégrer dans leur bilan carbone le volume des achats verts qu'ils achètent. En 2 mots, market base, vous pouvez expliquer? Oui, c'est simplement qu'on retrouve dans le bilan carbone des entreprises le montant des achats de combustible vert qu'achète l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que si j'en achète 40%, je retrouve bien dans mon bilan carbone 40%. Et ça a aussi l'avantage de fluidifier le marché européen dans les échanges de molécules, parce que, vous le savez, le marché énergétique, c'est un marché européen. Et avec des entrées-sorties, on parle souvent d'interconnexion. Et donc, il est important qu'on facilite les échanges interpays, parce que
tous les pays n'ont pas les mêmes potentiels en termes de production de molécules vertes. Et on a la chance en France d'avoir un gros potentiel. Donc on devrait être les premiers à pousser cette méthodologie. Très bien. Alors, je lis là. Ne peut-on pas imaginer que dans le... Vous pouvez réduire un peu la question. Bonjour, ne peut-on pas imaginer que dans le cadre de la taxonomie européenne, les industriels volontaires pour s'engager dans la décarbonation soient valorisés par des exemptions de charges ou autres mécanismes d'allègement? Dans le cadre de la taxonomie européenne, qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Baptiste Léger? Je ne suis pas certain que ce soit uniquement dans le cadre de la taxonomie, mais il y a une question effectivement de réduction des coûts. Alors, il y a les réductions des coûts qui sont inhérents aux industriels, et ça c'est la recherche d'efficacité, c'est classique. Il y a aujourd'hui dans le coût de l'énergie beaucoup de fiscalité ou beaucoup d'incrémental qui est lié aux politiques. Et donc bien sûr, une de nos actions de lobbying, ça doit être de faire en sorte que cela soit à minima prévisible, mais aussi cohérent avec la trajectoire de décarbonation. On a bien vu que dans le cadre du PLF, du projet de loi de finances 2025, ce n'était pas le cas en France. Et de la même manière, au niveau européen, c'est là où le principe de neutralité technologique est important, et c'est là aussi où on doit trouver le bon mécanisme incitatif pour encourager la décarbonation et en faire un levier de compétitivité, et non pas uniquement un levier de coûts et de charges, parce que c'est malheureusement la perception qui est le cas encore aujourd'hui. Un point quand même sur cette question. Je pense qu'il est important de défendre le fait qu'il y a un coût carbone identique au sein de l'Union européenne. On a aujourd'hui, les clients payent aujourd'hui dans leur facture de gaz un coût carbone par le biais de la TICGN. Si avec la mise en place de l'ETS2, il ne faudrait pas qu'ils payent 2 fois le prix carbone. Et ça, c'est un point d'attention qu'on a avec le MEDEF et France Industrie, parce qu'il est important que l'ensemble des industriels, qui ont souvent des implantations en France, mais aussi sur le périmètre européen, aient un coût carbone identique. Parce qu'il ne faudrait pas qu'en plus de la compétitivité qu'on a avec le bloc asiatique et le bloc américain, qu'on ait de la compétitivité accrue au sein de la communauté européenne. Donc avoir un coût carbone harmonisé, au moins sur ce niveau-là, ça serait bien. Si je puis compléter aussi, je pense que le combat sur le prix de l'énergie, c'est un combat qu'il faut avoir. Il ne faut pas baisser les bras en partant du principe que les prix de l'énergie doivent durablement monter. Nous, on considère que dans une compétition mondiale, vous avez des pays puissants, les États-Unis, la Chine, qui sont à l'œuvre. Il faut absolument qu'on ait les moyens d'avoir une énergie abordable, et c'est le sens du texte européen. Le deuxième point sur lequel France Industrie se bat, effectivement avec le MEDEF et aussi avec la FEP, c'est que on a, pour reprendre l'expression de Frédéric tout à l'heure sur la partie de rugby, on ne joue pas exactement avec... on a des maillots un peu plus lourds que ceux de nos voisins. Donc, c'est un chantier, mais avoir des maillots plus légers, des chaussettes plus légères, peut-être des chaussures plus aérodynamiques, c'est un enjeu qui est absolument crucial. Et on a 8 points de discontinuité de compétition par rapport à nos voisins. Merci. Nous allons passer à une autre question. Donc, est-ce que les achats de gaz vert vont pouvoir être comptabilisés dans un reporting GHG ? Donc, market base, GHG protocole. Donc, alors ça, moi, je suis optimiste. C'est la question justement. Tout à fait. Alors, il faut comprendre en filigrane de toute la matinée. Non, tout à fait. Alors oui, au niveau du GHG protocole, ce qui se passe, c'est que beaucoup de pays avaient d'abord la problématique de substituer le charbon et le fioul lourd. Donc, le sujet des gaz verts n'était pas la première priorité. Pas plus tard que cette semaine, j'étais avec une délégation du GHG, justement, enfin d'IGU, qui est l'association mondiale des acteurs du gaz, et ces sujets-là sont en train d'être traités, puisque c'est pas qu'ils sont l'application du market base n'est pas interdite par le GHG protocole, c'est qu'elle n'est pas clairement affichée. Voilà. Donc comme tout ce qui n'est pas clairement affiché et souvent peut prêter à confusion, les gens aimeraient bien que ça soit clairement affiché. Donc l'ensemble des équipes y travaillent. C'est prévu d'être intégré. On va le présenter au congrès d'ailleurs du gaz qui a lieu en Chine au mois de mai de cette année. Donc c'est en cours. Maintenant, c'est un problème d'agilité, parce que si l'Europe, certes, n'est pas très agile au niveau mondial pour encore finir les textes, je pense que dans les 2 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci pour que ça soit marqué en dur. Nous verrons ça. En tout cas, merci beaucoup à tous les 3 pour votre analyse vraiment éclairante sur les enjeux qui attendent de l'industrie française, à la fois au niveau européen et national, voire international. C'est la fin de cette première table ronde, mais restez avec nous car nous allons maintenant passer à la seconde sur le livre blanc dévoilé aujourd'hui par France Gaz concernant les solutions gaz. À tout de suite.
seconde table ronde, cette fois-ci dédiée au livre blanc qui est publié aujourd'hui par France Gaz sur les solutions pour décarboner l'industrie. Nous accueillons ce matin Anthony Mazinga. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bonjour. Vous êtes directeur du développement chez Natran, qui est le nouveau nom de GRT Gaz, le second opérateur de transport de gaz en Europe. Jean-Jacques Rédelé, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de marché chez GRDF, le gestionnaire du réseau de distribution de gaz naturel en France. Alors, je commence par vous, Jean-Jacques Rédelé, pour GRDF. Pourquoi ce livre blanc, donc de France Gaz, et à qui s'adresse-t-il ? Alors, ce livre blanc, en fait, il répond un peu à une attente de compréhension d'un système. On l'a vu déjà dans la table ronde précédente. En fait, le scope est quand même très, très large. Donc, c'est un document qui se veut synthétique. Alors, il fait quand même 44 pages parce que ça illustre un petit peu aussi la complexité et la variété du sujet. Néanmoins, il se veut synthétique. Il se veut faire un peu un tour complet, un scope un petit peu large qui permette un peu d'identifier toutes les pistes pour suivre une trajectoire de décarbonation qui réponde déjà à une ambition. Ça peut être une ambition propre ou aussi aux obligations auxquelles les industriels peuvent être confrontés. Donc on y parle de technique et un peu de réglementation, de façon à accompagner un peu nos clients dans leur réflexion. Alors il s'adresse aux industriels un peu au sens large. Sans doute que les petites et moyennes entreprises y trouveront davantage une source d'inspiration, puisque leurs accompagnements sont souvent un peu moins solides sur le sujet. Mais il répond un peu à cette volonté, de GRDF, mais même de la filière gazière, en fait, d'accompagner ses clients, d'être auprès des clients, de façon à donner des pistes de réflexion. C'est-à-dire que, et très clairement, c'est de sortir, c'est un mot qu'on a entendu précédemment, de sortir d'une approche dogmatique avec monosolution. La monosolution, le seul axe sur lequel on travaille, c'est pas toujours le meilleur. Donc voilà, on essaye d'ouvrir un peu les chakras, de regarder, et de façon à ce que on puisse faire les bons choix. Très bien, donc 44 pages d'une multitude de solutions à disposition des entreprises. Anthony Mazinga, donc dans ce livre blanc, il est question à la fois d'audit énergétique et d'efficacité énergétique. Nous parlons aussi de gaz vert, d'hydrogène vert, et de capture du CO2. Alors, ce sont des solutions qui s'appliquent à toutes les entreprises ou à certaines? À quel type de secteur? Dites-nous. Quand on parle d'industrie, on parle finalement de secteurs industriels très variés et même dans chacun des secteurs industriels de procédés technologiques différents, de localisation aussi des sites qui peuvent amener à des choix énergétiques différents. Donc il s'agit effectivement d'offrir cette exhaustivité de solutions qui permettent de répondre à toutes les situations. Alors si on regarde solution par solution en dressant à grands traits, on voit bien que l'efficacité énergétique, les plus grands groupes qui ont des obligations d'audit, qui pour certains sont des gazo-intensifs et donc très directement sont incités à être les plus efficaces possibles, ces groupes-là ont déjà fait l'effort. Mais il reste encore beaucoup de secteurs sur lesquels l'audit énergétique va pouvoir être un outil pour révéler des gisements d'efficacité énergétique et effectivement rentrer dans cette décarbonation tout en améliorant leur compétitivité. Quand on parle des gaz renouvelables, le biométhane en tête, on voit qu'on est sur une solution qui s'adresse à tous les consommateurs de gaz potentiellement, puisqu'on va pouvoir décarboner en achetant du gaz renouvelable sans avoir à changer son process. Et ça, c'est une solution simple, elle est accessible, les volumes sont là, ils vont continuer de progresser, ça a été dit dans la table ronde précédente. On va parler hydrogène. L'hydrogène, aujourd'hui, ça reste un produit précieux, en tout cas l'hydrogène renouvelable. On va s'adresser en premier lieu à des secteurs comme la production d'acier, comme la pétrochimie, la chimie, qui ont des besoins de cet hydrogène gaz renouvelable pour pouvoir se décarboner. Et puis enfin, quand on parle de capture de carbone, on va être sur une solution qui n'est pas une solution pour continuer à utiliser du fossile et je dirais mettre un pansement sur une jambe de bois. On est de toute façon sur une solution trop limitée, mais on va être une solution qui va être complémentaire pour certains secteurs qui auront toujours des émissions fatales. Je pense notamment à l'industrie du ciment qui, sans carbone capture, ne pourra pas atteindre ses objectifs. Donc c'est vraiment secteur par secteur cet ensemble de solutions qu'on propose et qu'on décrit à travers le livre blanc avec une conviction,
c'est que les solutions gaz, non seulement peuvent décarboner l'industrie, mais quelque part, c'est souhaitable parce que c'est les solutions les plus compétitives. Très bien. Alors justement, pour chacun de ces leviers, on va revenir là-dessus, puisqu'ils tous permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ils ne sont pas tous au même niveau de maturité. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer les freins et aussi les attentes pour que tous ces leviers soient vraiment utiles à la décarbonation des industriels? Et dans le sujet, il ne faut pas remettre en cause leur compétitivité. Donc, comment faire? Quelles sont vos attentes? Je commence avec vous, Jean-Jacques Rédelé, donc GRDF. On va commencer sur les premières solutions qui sont évoquées dans ce livre, l'audit, l'efficacité énergétique, le biométhane, voilà. Alors, de façon générale, en fait, quand on parle de frein, on va retomber toujours un peu sur les mêmes sujets. Il y a évidemment le sujet du frein financier. Ça peut justifier des investissements quand même tout à fait importants. Alors sur ce sujet, c'est un peu ce qu'on disait un peu en introduction, et quand vous faites référence à l'audit, c'est déjà la première façon d'essayer de passer ce cap ou cette difficulté, c'est déjà de faire le bon choix. Donc voilà, on fait référence un peu aux audits. Alors bien sûr, on peut attendre des soutiens, des aides publiques pour mettre ces solutions, mais il n'en reste pas moins. On connaît des solutions qui parfois sont aidées depuis 20 ans et qui n'atteignent quand même pas réellement vraiment les objectifs qu'elles pouvaient se fixer sur le marché. Donc faire le bon choix, rester pragmatique. On l'évoquait tout à l'heure, mettre une solution gaz, ça peut souvent bien s'adapter au fait de baisser des consommations et d'accompagner des énergies renouvelables. Donc bien sûr, une fois, on a aussi des leviers techniques. On est quand même un pays où il y a toujours beaucoup d'innovation. On a régulièrement quand même des opportunités qui peuvent se lever. Donc elles sont soulevées dans le livre blanc, à la fois en travaillant. On parle de captage de carbone. Alors est-ce que c'est possible le captage de carbone? Alors le captage de carbone, oui, c'est possible. Alors on le fait souvent référence. On va en parler tout à l'heure. On parlera tout à l'heure, mais on a une chaudière zéro carbone qui va être mise en test là avant l'été et qui va permettre déjà d'apporter un peu ces solutions. Alors, ça sera commercialisé sans doute dans les années qui vont suivre. Il y a bien sûr le sujet de la récupération de chaleur. Et en France, on a quelque chose comme une centaine de térawattheures de chaleur fatale qui peuvent être perdues. Donc, on peut déjà travailler sur cette récupération et on a des entreprises françaises, des startups en fait, qui travaillent sur ce sujet, à la fois pour capter cette chaleur, la stocker et la réutiliser. Donc ça, pour le coup, c'est des kilowattheures. Et on en est à quel niveau déjà de récupération de chaleur? Je ne saurais pas vous donner le seuil. En tout cas, dans les plus grandes industries, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Et de plus en plus, on a des technos qui nous permettent d'aller chercher des points complémentaires. Pour les PME aussi, pas que pour les gros industriels. Oui, voilà, à partir du moment... qui peuvent être adaptés en fonction des usages et des niveaux de température dans lesquels on est. Et puis, bien sûr, on a aussi le GNV, qui est quelque chose qui nous tient à cœur, qui aujourd'hui, alors sans doute encore besoin d'un peu plus de clarification sur un avenir réglementaire, mais en tout cas le GNV. Le bio-GNV, j'imagine. Bio-GNV. Oui, alors ça c'est GNV ou bio-GNV. C'est le même. Faire le choix d'une technologie gaz, de toute façon, déjà ça permet de passer des premiers seuils. Et puis bien sûr, l'avènement du gaz vert permet de viser la neutralité carbone. Ça c'est le sujet un peu dans tous les cas, et c'est le cas du GNV. Donc le bio-GNV à la fois en scope 1 quand c'est des usages directs, ou en scope 3 quand on fait appel à des prestataires. Mais en tout cas, voilà, c'est une solution. Et malgré ce niveau d'incertitude qu'on a, c'est une solution qui continue de croître. Alors, il y a des freins réglementaires également ? Alors, disons que des freins, aujourd'hui, on n'a pas directement de freins réglementaires, mais c'est vrai qu'il y a un règlement européen qui s'appelle le règlement CO2, qui nous donne des perspectives d'interdiction du moteur thermique. Alors, c'est bien sûr, tout le monde le connaît bien pour les véhicules légers. Il y a un projet aussi, du coup, qui vise quand même aussi de la même façon sur les véhicules lourds. Alors, il y a une clause de revoyure. On est tous très confiants sur le fait que les choses vont s'améliorer. Et puisque la fin du moteur thermique, c'est un peu comme Frédéric Martin disait tout à l'heure, ce serait aberrant d'interdire les chaudières alors qu'on pourrait verdir le gaz. C'est un petit peu la même chose sur les véhicules GNV et bio-GNV.
Et d'ailleurs, ça nous amène le sujet qui est le développement des gaz verts, qui est voilà, un autre gros sujet sur lequel on doit travailler, et leur reconnaissance dans la réglementation. Très bien. Et Anthony Mazinga, on continue sur justement les freins et les attentes de la filière ou des industriels concernant deux technologies d'avenir, on va dire, peut-être l'hydrogène vert et la capture et l'utilisation du carbone. Donc on parle de CCU pour la capture et l'utilisation du CO2 ou de CCS pour la capture et séquestration du carbone. Alors, sur les freins, je ne sais pas si on peut parler de freins, je pense qu'on peut parler d'assainissement du marché quand on parle de l'hydrogène. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces dernières années, peut-être un peu trop, y compris sur des secteurs sur lesquels l'hydrogène restera, à mon sens, marginal, parce que l'hydrogène continuera d'être relativement cher à produire, en tout cas plus cher que le biométhane. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que on constate autour de nos projets dans les bassins, une véritable dynamique sur l'hydrogène industriel. C'est le cas à Fos, c'est le cas en Moselle, en Alsace, à la vallée de la Chimie. Voilà autant de bassins sur lesquels des projets de production, de transport, de stockage et à la fin de consommation dans l'industrie d'hydrogène se développent et se développent positivement avec des horizons de temps à horizon 2030. On voit que l'hydrogène répond très concrètement à une problématique de décarbonation de certains secteurs, de la métallurgie, de la chimie, de la pétrochimie. Et effectivement, à Natran, on se met au rendez-vous pour pouvoir apporter les solutions, pour apporter cet hydrogène jusqu'aux consommateurs industriels. C'est déjà le cas ? C'est en cours avec des premières mises en service de projets à horizon 2028 et puis je dirais une arrivée beaucoup plus massive en 2030. Je veux citer notamment notre travail autour du corridor H2Med, ce grand corridor qui vise à relier la zone ibérique où il y a des potentiels de production d'hydrogène renouvelable pas cher, en tout cas moins cher que dans le nord de l'Europe, à la France et à l'Allemagne. On est impliqué à travers le projet Barmar pour relier Barcelone et Marseille, le projet Hyphen qui vise vraiment à interconnecter tous les bassins français et les stockages. Dernièrement, on a lancé un appel à manifestation d'intérêt pour demander aux acteurs du marché où étaient leurs projets, quels étaient leurs besoins. Et je peux témoigner qu'en France, on a 54 industriels qui portent presque 90 projets de production, de consommation d'hydrogène sur le territoire et qui sont intéressés à se raccorder à ces ouvrages-là. Et on parle d'un horizon de mise en service, horizon 2030. On a d'ailleurs reçu des subventions européennes tout à fait massives pour pouvoir continuer les études. Et donc, on avance autour de ces grands projets hydrogène. Et concernant le stockage et la réutilisation du CO2, alors, il y a des la choses à dire. réutilisation du CO2, oui, il y a des choses à dire. C'était vraiment quelque part le sujet un peu honteux il y a quelques années dans le débat public. Effectivement, on avait un gouvernement qui était peu allant. On a désormais une stratégie CO2 établie en France. On a surtout, là aussi, des projets très concrets qui se développent dans les territoires. Je vais en illustrer deux. GoCO2 autour de Saint-Nazaire, Pays de la Loire, où on accompagne des industriels du ciment, de la production de chaux, des industriels qui ont besoin effectivement de cette brique capture de CO2, de transporter puis d'aller stocker géologiquement ce carbone. C'est un projet qui avance, sur lequel on a une horizon de mise en service en 2030. Il va être stocké où ? Il va être stocké, alors pour l'instant, ça c'est le choix des émetteurs, ce sera le choix des industriels de contractualiser avec les stockeurs, mais on vise très clairement les stockages en mer du Nord. Certains sont déjà en opération commerciale, on peut citer Northern Lights qui est rentré en opération fin d'année dernière, mais il y en a bien d'autres qui sont en train de se développer au Royaume-Uni, en Norvège, aux Pays-Bas par exemple. Donc GoCO2 avance, c'est la même chose à Dunkerque où on est en partenariat avec Equinor et on travaille autour de la décarbonation. Le projet Décarbo ? Le projet Décarbo, tout à fait, où on travaille à la décarbonation de l'acier, de l'aluminium. Voilà encore une fois très concrètement des solutions qu'on peut apporter à un horizon 2030. On ne s'arrête pas là, on ne s'arrête pas simplement aux zones industrielles et portuaires. Nous, on va voir aussi des zones qui sont peut-être un peu plus éloignées, mais qui ont besoin de ces solutions. Je pense notamment à la région Grand Est. On vient de terminer avec des partenaires industriels, avec les collectivités, avec la région, une étude justement pour regarder la meilleure chaîne logistique possible pour aller capter et évacuer ce CO2. Donc on voit qu'il se passe des choses tout à fait intéressantes. Je veux citer aussi les acteurs qui ont fait le choix de la biomasse en leur disant qu'ils peuvent être aussi intéressés par le CCUS puisque quelque part capter le CO2 biogénique
et le stocker, ça fait des émissions négatives et ça peut être valorisé, mais c'est surtout une valeur intéressante pour les producteurs de e-carburant, de e-SAF, on en parle aussi beaucoup. Ces gens-là ont besoin de CO2 biogénique et là aussi, il y a peut-être une valeur à aller trouver à travers Senbrix CCUS appliquée à la combustion de biomasse et à la production de biométhane. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer à vos questions. Et la première concerne donc le livre blanc. Je la lis. Le livre blanc donc, met en avant le rôle clé des gaz verts et des technologies émergentes dans la décarbonation industrielle. Quels sont les principaux défis techniques et économiques pour accélérer leur adoption à grande échelle et comment l'industrie peut-elle y répondre efficacement ? Okay. Jean-Jacques Redley. Si vous commencez vers moi, ok. Oui, alors j'allais dire l'émergence des gaz verts et en tout cas globalement le fait de faire le choix du gaz. On en revient toujours à dire d'être pragmatique, d'essayer d'ouvrir un peu les scopes le plus largement possible. On a fait référence à démarrer par des audits. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que pour atteindre cette ambition même de neutralité carbone, hein, parce que c'est quand même ce qu'on a un peu en cible en 2050, déjà réduisons les consommations. Donc on va réduire les consommations et là l'efficacité énergétique, la performance énergétique, les solutions qu'on a évoquées tout à l'heure permettent déjà d'atteindre ces ambitions et des ambitions qu'on se fixe en général plutôt là sur des échéances de 2030. Ensuite, l'émergence du gaz vert. Frédéric Martin parlait tout à l'heure là, de faire un 1x4 d'ici 2030. L'ambition, c'est de continuer derrière. À un moment, on va avoir la croisée en fait entre la baisse des consommations et donc les volumes disponibles de gaz vert. Donc faire le choix de technologies performantes, c'est absolument pas s'écarter, c'est se mettre en fait sur la trajectoire d'une neutralité carbone qui sera atteinte grâce à cet avènement des gaz verts. Voilà, je crois que le sujet, c'est toujours faire le bon choix et à terme, on aura cette reconnaissance des gaz verts, les volumes disponibles et donc cette neutralité carbone. Vous voulez dire un mot sur comment accélérer, justement ? Oui, comment accélérer. Je crois qu'on l'a évoqué très largement à travers la table ronde précédente, mais je pense qu'il y a encore des sujets de reconnaissance réglementaire et quelque part d'aide économique. On comprend bien que quand on s'électrifie, l'ETS s'applique à la production, pas à la consommation. C'est très simple. Quand on utilise de la biomasse, on va comptabiliser physiquement de la biomasse. C'est très simple. Quand on est sur le système gaz, on a voulu avoir une décorrélation entre ce qui se passe physiquement et ce qui se passe d'un point de vue contractuel. C'est souhaitable, ça permet aux opérateurs gaziers d'assurer la sécurité d'approvisionnement, d'assurer le fonctionnement du système sans que le consommateur soit impacté, sans qu'il ait à décider des flux physiques. C'est souhaitable aussi d'un point de vue contractuel. On a aujourd'hui la place de marché France, le PEG, est aujourd'hui la place la plus compétitive en Europe parce que justement, on a ce grand système qui permet à tous les industriels, où qu'ils soient dans le territoire, d'accéder à un marché unique et d'accéder à du biométhane, où qu'il soit, peu importe la localisation de la production. Donc c'est souhaitable, mais ça amène une complexité, c'est que quand on est un industriel, on est raccordé au réseau, il faut aller vers des systèmes plus de contractualisation, le fameux market-based, pour pouvoir démontrer sa valeur carbone. C'est le cas sur l'ETS, c'est fait, sur le GHG protocole, c'est en cours, le calendrier est en place, donc c'est une question de temps. Il nous reste encore, par exemple, le bilan carbone en France. Sur le bilan carbone ou surtout des mécanismes d'aide. Aujourd'hui, quand vous allez installer un méthaniseur sur votre site, l'ADEME va vous accompagner, va vous aider avec des aides en CAPEX. Si vous faites la même chose parce que vous ne pouvez pas mettre sur site ou tout simplement vous êtes industriel, vous ne souhaitez pas devenir exploitant d'un système énergétique, on peut le comprendre, et vous allez contractualiser avec un producteur qui se situe plus loin sur le réseau, là l'ADEME va vous dire on ne vous aide pas. C'est un point qui est bien identifié, qu'on travaille avec eux, donc là aussi je suis assez confiant qu'on va lever ces contraintes-là, parce qu'encore une fois, la décarbonation ne se fera pas si à un moment donné on n'accompagne pas nos industriels et on ne les subventionne pas pour les solutions qui sont aujourd'hui un peu plus coûteuses que les solutions fossiles de référence. Merci. Prochaine question. À quel horizon voyez-vous les premiers réseaux d'hydrogène, de H2 ? Alors notre premier réseau qu'on va mettre en service, sur lequel nous avons pris la décision finale d'investissement, c'est le réseau Mosaïque, entre la Moselle et la Sarre. On parle d'une mise en service en 2028. Donc vous voyez, ça arrive très vite. On vient de déposer, et quand je dis on vient, c'est cette semaine, nous venons de déposer l'ensemble des dossiers administratifs. On attend maintenant la réponse de l'administration pour notre autorisation de transport. Et dès qu'on l'aura, on pourra lancer les opérations de conversion du réseau gaz à l'hydrogène et également de construction
production d'une partie neuve. Quand on parle du corridor H2Men, je vous disais, horizon 2030, la date exacte sera évidemment à caler finement par rapport aussi aux engagements des clients. Et ça, c'est un message vraiment que je veux faire passer, c'est que nous, on réalise des projets pour le compte des clients industriels, pour leur décarbonation. Donc c'est eux qui vont aussi nous rythmer en nous disant exactement à quel moment donné ils sont prêts à s'engager et ils souhaitent effectivement avoir ces réseaux opérationnels. Mais ça se situe effectivement dans ces horizons 2030. Et la production se fera à quel niveau ? Alors la production, on a aussi des acteurs de la production qui développent des projets en France, qui effectivement, là aussi, avancent d'un point de vue administratif et seront prêts à être mis en service. Ils ont désormais un appel d'offres sur l'aide à la production hydrogène qui a été lancé, qui a beaucoup tardé, on peut le regretter, mais qui est en place, ou d'autres mécanismes européens qui peuvent aussi solliciter. Je vous parlais du corridor H2Med. Le corridor H2Med, on a dès 2030 un potentiel de production en Espagne qui est de plus de 4 millions de tonnes d'hydrogène en 2030. 4 millions de tonnes, on fait toujours des calculs un peu bizarres, mais c'est presque 140 TWh d'hydrogène renouvelable potentiellement produit en Espagne. Tout va peut-être pas se faire, mais ça veut dire qu'on a quand même ce potentiel-là. Si on développe Barmar et on le met en service à cet horizon, ça veut dire qu'en France, on aura accès à cet hydrogène renouvelable et à un coût économique compétitif. Par un réseau qui partira de Barcelone jusqu'à Marseille, c'est ça ? Tout à fait, avec la caractéristique Barmar. d'être sur un projet offshore et sur lequel nous avançons avec nos partenaires, avec là aussi l'appui de la Commission européenne qui vient de nous allouer des subventions tout à fait significatives. D'accord. Et les industriels qui voudraient passer à l'hydrogène, ils sont aidés, on en a parlé au niveau des aides. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à... Eux, ils se décarbonent, donc effectivement, ils bénéficient d'aides tout à fait significatives. Ils vont aussi chercher, pour certains, des fonds européens. Je pense à l'Innovation Fund, par exemple, qui est là pour accompagner les projets les plus innovants et qui peut apporter des subventions massives. C'est des dispositifs qui sont évidemment très compétitifs. On sait que c'est compliqué d'obtenir ces subventions, et notamment l'Innovation Fund, mais on voit que ça avance. Et là aussi, je suis très confiant sur le développement de cet hydrogène à destination de l'industrie. Prochaine question. Pouvez-vous nous parler plus de cette fameuse chaudière Choc, qui a l'air prometteuse. Quand est-ce qu'elle sort ? Et pourquoi n'y a-t-il pas plus de démonstrateurs dans les territoires ? Alors, cette chaudière... La chaudière Choc. Je vais prendre la première partie, mais peut-être que tu auras des choses à rajouter. La chaudière Choc, donc chaudière zéro carbone, en fait. Il s'agit de faire de la combustion et dans le même temps, en fait, on récupère le CO2 et qui derrière peut être valorisé. Donc, cette chaudière Choc, elle est en train d'être installée, d'être mise en œuvre. Elle devrait démarrer, je crois, le mois prochain, ou en tout cas, elle sera inaugurée avant l'été. Et donc, derrière, elle va pouvoir nous faire un retour d'expérience significatif et elle devrait être disponible en commercialisation dès l'année prochaine. Donc voilà, le produit arrive, il est là. Je crois qu'il y a quelques industriels aussi qui travaillent sur des solutions concurrentes. Donc ça montre que l'appétence, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on... Alors, elle n'est pas encore commercialisée, donc on ne peut pas parler de carnet de commandes. Mais déjà, on sait qu'il y a beaucoup d'industriels qui s'intéressent à ce sujet-là. C'est une façon de faire un peu de façon packagée, en fait, du coup, la captation du carbone. Donc voilà, solution d'avenir sans aucun doute. Pourquoi c'est pas encore davantage présent dans les territoires ? Parce que la solution n'est pas encore commercialisée et parce qu'on n'avait pas encore les retours d'expérience. Donc je crois que maintenant, c'est quelque chose qui va s'accélérer. Oui, c'est l'émergence d'une nouvelle solution, mais peut-être plus globalement, moi je veux témoigner du fait qu'on a des solutions dans les territoires qui avancent, y compris en matière de développement. On peut parler de la pyrogasification. On avait mené pour le compte du comité stratégique de filière Nouveau Système Énergétique un appel à une manifestation d'intérêt en 2023 qui avait montré qu'il y avait plus de 50 projets en développement en France en pyrogasification. Donc si ça n'est pas encore complètement déployé, c'est qu'il manque encore une fois peut-être la petite aide publique qu'on attend. Et on y travaille d'ailleurs assez largement avec la filière et le gouvernement pour trouver le bon dispositif qui va permettre ensuite de lancer les premières installations industrielles.
On a dernièrement fait la même chose sur la gasification hydrothermale, une quarantaine de projets. Je citais notamment sur la gasification hydrothermale tous les secteurs industriels, je pense notamment à la chimie, qui ont des effluents à traiter et qui pourront, grâce à cette technologie, finalement traiter ces effluents de manière beaucoup plus efficace qu'en incinération et au passage produire un gaz bas carbone qu'ils vont pouvoir utiliser pour décarboner leur process. Donc là aussi, on voit que ça émerge. Il y a vraiment une dynamique des acteurs qui veulent. Et je pense que très prochainement, on verra les premiers projets en opération. Alors, pour en savoir plus sur la pyrogazéification et la gazéification hydrothermale, reportez-vous au fameux livre blanc dont vous aurez, qui sera téléchargeable à la fin de cette matinale. Merci beaucoup à vous deux pour ces explications vraiment instructives sur l'avenir des solutions gaz vert ou CO2 à stocker. Et nous allons maintenant passer à notre troisième séquence avec les témoignages d'industriels. À tout de suite. Nous arrivons à la troisième séquence de cette matinale France Gaz, avec donc 3 industriels engagés dans la décarbonation de leurs activités. Ce matin, nous accueillons Adrien Berthier. Bonjour Carole. Vous êtes responsable de projet décarbonation chez Aluminium Dunkerque. Bonjour. David Boquin. Bonjour. Vous êtes directeur industrie d'Eiffage Route. Et Loïc Debergue. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur énergie, achat, pétrochimie et emballage du groupe chimique français Arkema. Tout à fait. Je commence avec Eiffage Route. David Boquin, donc directeur industrie d'Eiffage Route, qui est une filiale du groupe Eiffage, spécialisée dans la construction des infrastructures routières. Vous produisez des enrobés, qui sont un mélange de granulats, de bitume et d'enrobés recyclés. J'explique parce que ça va être important pour la suite. Et vous produisez également des liants routiers qui sont en fait un produit à base de bitume. Alors, première question, rapidement, quelles sont les émissions de gaz à effet de serre d'Eiffage Route au sein du groupe Eiffage et quels sont vos objectifs de décarbonation? Alors, pour resituer, donc Eiffage intervient sur 4 métiers, infrastructure, construction, concession et énergie. Et au sein de ces 4 métiers, les infrastructures représentent le gros des émissions, environ 47%. Et pour particulièrement faire le focus sur Eiffage Route, ça représente à peu près 70% des émissions du groupe en France. Et la partie qui nous intéresse aujourd'hui, donc la fabrication des enrobés et des liants hydrocarbonés, c'est à peu près 30% des émissions d'Eiffage Route. Donc vous voyez, enjeu assez fort en termes d'émissions nous concernant. Donc les objectifs sont une réduction à l'horizon 2030 de l'ordre de 46% de nos émissions,
et donc avec une consommation gaz qui est prépondérante dans notre process, puisqu'on consomme à peu près pour le groupe 600 gigawattheures et 450 seulement pour la partie industrielle. Et l'objectif 46%, c'est l'objectif groupe. Groupe est dédié à chaque branche, et donc évidemment avec un enjeu particulier pour les activités industrielles qui sont fortes émettrices. Parfait. Je vais poser la même question à Loïc Deberg. Donc, pour Arkema, quelles sont les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre du groupe Arkema et vos objectifs de décarbonation? Donc Arkema, c'est de la chimie des matériaux. On sert un certain nombre de marchés, les adhésifs, les coatings et les polymères de performance, un peu moins de 10 milliards d'euros. Et en fait, on est dans un niveau de chaîne de valeur où dans nos émissions, il y a nos propres émissions de nos sites. Et puis, il y a les émissions de nos fournisseurs qui sont 4 fois plus élevées que les nôtres. Donc, on travaille bien sûr, donc le scope 3 amont. Donc, on travaille bien sûr, et on va surtout se concentrer sur nos propres émissions, ce qu'on appelle le scope 1 et 2, mais on travaille aussi avec nos fournisseurs pour réduire le scope 3, et on a des objectifs de réduction de scope 3, moins 67% entre 2019 et 2030. De même qu'on a des objectifs de réduction de scope 1 et 2. On a émis l'année dernière 2,1 millions de tonnes de CO2 et on avait sur une trajectoire de moins 48% entre 2019 et 2030. On est passé de 3,7 millions. On a l'objectif d'être à 1,9 en 2030. Vous voyez, on est à 2,1 en 2024. Donc on peut dire qu'on respecte notre trajectoire. Et dans les faits... Ce sont des chiffres nationaux, groupes, pardon. Hein, c'est des chiffres groupes, il n'y a pas de chiffres par pays. Voilà, il n'y a pas de chiffres par pays. Il n'y a pas de chiffres par pays. Et là-dedans, l'énergie, c'est 70% des émissions. Des émissions, 70% par l'énergie. Même question à Adrien Berthier. Donc, je disais que vous êtes responsable de projet décarbonation chez Aluminium Dunkerque. Alors, en quelques mots, Aluminium Dunkerque, c'est un producteur majeur d'aluminium primaire en Europe. Et il y a un site de production unique à Dunkerque. Donc, votre objectif, c'est de produire de l'aluminium bas carbone. Et j'ai noté que vous étiez le plus gros site consommateur d'électricité en France. Site unique consommateur, 4 TWh d'électricité par an. Oui, tout à fait. Oui. L'aluminium, en fait, est une des industries les plus électro-intensives qui soit. Oui. Donc, c'est vrai que c'est une part majeure de nos émissions. C'est ça. Et alors, quelles sont justement vos principales sources d'émissions de CO2 et vos objectifs de décarbonation, rapidement? Alors, du fait de la grosse part de consommation d'électricité, on est très lié au facteur d'émission du réseau. En France, on a de la chance d'être basé sur un mix nucléaire qui fait qu'on a une faible empreinte sur notre scope 2. Aujourd'hui, on est à peu près à 4 tonnes par tonne de CO2 par tonne d'aluminium produit, ce qui fait qu'on est vraiment bas carbone comparé à la moyenne mondiale qui tourne autour de 16 tonnes par tonne. D'accord, mais l'essentiel de vos émissions, ça ne vient pas de l'électricité, ça vient de... Tout à fait, l'essentiel de nos émissions viennent du coup de nos émissions directes, sur lesquelles nous avons un objectif de réduction de 30%, sur l'ensemble de notre empreinte, 30% de réduction, avec en particulier 80% de nos émissions qui sont des émissions fatales, qui viennent de notre réaction. Oui, la réaction pour fabriquer l'aluminium. Tout à fait. Merci. Alors maintenant, je vais vous demander à chacun, je vais commencer par David Bocquin pour Eiffage Route, les principales opérations de décarbonation. Qu'est-ce que Eiffage Route a entrepris pour réduire ses émissions? Notre stratégie de décarbonation, elle s'articule principalement sur trois leviers principaux. Le premier, c'est une action de réduction et d'adaptation des outils qu'on a commencé déjà depuis de nombreuses années. D'abord pour abandonner les brûleurs fuel qui étaient des process qui étaient très émissifs au profit des brûleurs gaz. Ça, c'est une action qui est terminée aujourd'hui. La deuxième action, c'est la transformation des parcs à liant qui stockent le bitume par un réchauffage électrique plutôt que gaz et chaudière, qui était aussi un process assez émissif. Ça, il nous reste à peu près 4 à 5% de parcs à migrer. Les parcs à liant doivent être chauffés. En fait. Voilà, les parcs à liant accueillent le bitume et doivent rester en chauffe. Donc, c'est une activité qui est assez émissive. Et puis, il y a des actions complémentaires
complémentaire aussi qui se développe ces dernières années, c'est la pose de panneaux photovoltaïques pour auto-consommer en interne sur site cette énergie pour chauffer ces parcs à Lyon. Donc ça se développe de plus en plus. Le deuxième levier, ce premier levier, c'est à peu près 13,5% sur l'objectif à atteindre. Le deuxième levier, c'est un levier qui pèse à peu près 15%. Il est principalement posé sur la limitation des surchauffes à la fabrication. Et pour ça, c'est ce qu'on appelle l'atteinte de l'excellence opérationnelle. On s'est doté depuis une dizaine d'années d'un process qui s'appelle l'usine connectée, qui est là pour aider nos opérateurs à optimiser leur pilotage, trouver la bonne température, mesurer l'humidité des matériaux. On axe également aussi, j'ai parlé d'humidité, donc c'est protéger les matériaux des intempéries, puisque notre ennemi, c'est l'humidité. Plus ils sont gorgés d'eau, plus on a la nécessité de chauffer et de surchauffer. Donc on construit de plus en plus de hangars pour abriter nos matériaux et limiter l'humidité. Et puis le troisième levier de cette action d'optimisation, c'est aussi l'évolution de ce qu'on appelle le mix produit en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché français est essentiellement basé sur des enrobés chauds depuis de nombreuses années, 75 à 80%. Il y a 20 à 25% de tiède et il y a un marché qui émerge, c'est le marché du froid. Et donc là, ça passe pas seulement par l'action des industriels, mais aussi la nécessité de faire bouger les lignes auprès de nos donneurs d'ordre publics pour qu'ils adoptent aussi ces produits, ces techniques à froid et qu'on soit moins émissif de ce fait. Dernier axe de décarbonation, c'est lié à l'innovation. Alors là, effectivement, il y a un chapitre important lié au gaz vert, puisque nous, on est assez précurseurs sur ce sujet. On s'est engagé en 2022. En 2026, on atteindra environ 25% de nos productions sur nos sites en propre à base de gaz vert. Il y a également des actions plus sporadiques sur l'utilisation de biocarburants type HVO et puis le développement de produits nouveaux, des liants dits végétaux qui minimisent l'utilisation de bitume et qu'on développe de plus en plus, même si ça ne représente que 2%. D'accord, donc les 25% de biogaz, c'est ça, de gaz vert sur vos unités, c'est à travers les garanties d'origine, c'est ça? Exactement, tout à fait, qu'on a souscrit depuis 2021, on s'est engagé dans cette voie. Okay. Et puis un dernier point, ça sera le développement, mais c'est pour plus tard, des brûleurs hydrogène qui là représentent un intérêt en décarbonation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur le retour sur investissement de telles mesures? Alors on va peut-être pas prendre toutes dans le détail, c'est variable, mais disons les principales. Que voilà, les opérations en fait de photovoltaïque ou des choses comme ça sont des opérations qui sont en plus largement subventionnées depuis quelques années, donc le retour sur investissement est assez rapide, de l'ordre de 4-5 ans. Sur les hangars, c'est un petit peu plus long puisqu'on va sur des durées qui vont être plutôt de 8 ans environ. Sur d'autres actions comme l'abandon des brûleurs fuel, là c'est vraiment un engagement de décarbonation parce que la mesure du gain est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est beaucoup plus long, mais c'était vraiment lié à l'engagement fort du groupe de décarboner en passant sur des énergies plus vertes. Et de passer à l'électrification aussi, ça c'est également, cher. Ça a un certain coût, notamment les parcs à Lyon. Un parc à Lyon, en moyenne, c'est environ 800 000 euros d'investissement, mais on rattrape assez vite ce gain. Et puis on bénéficie d'un abaissement d'empreinte carbone considérable puisqu'on bénéficie du mix énergétique. 800 000 euros pour passer d'un processus gaz pour réchauffer le Lyon à un processus électrique. Tout à fait. Effectivement, c'est quelque chose. Mais au bout d'un moment, vous avez comme bien sûr, avantage le fait que ça décarbone énormément. De toute façon, et puis les engagements forts qui sont sur les objectifs nécessitent de passer par ces investissements. Merci Loïc Deberg pour Arkema. Même question, quelles sont les mesures de décarbonation que vous avez prises? Alors, vous n'allez pas toutes nous les citer, mais certaines, principales peut-être, le BPA. Comme pour Eiffage et comme pour tous les industriels que nous sommes, c'est d'abord ne pas consommer d'énergie. Donc c'est l'efficacité énergétique, l'amélioration des procédés. Donc ça, c'est la moins émissive, bien sûr. C'est celle qu'on ne consomme pas. Et on a un programme aussi depuis des années de financement de toutes petites actions dans chacun de nos 150 sites pour progresser là-dessus. Et on a un objectif d'intensité énergétique aussi à suivre, où on s'est fixé d'être 25% plus bas en 2030 qu'on était en 2012. Donc ça, c'est bien entendu la première, et c'est vrai partout. Pour l'énergie qui reste, on a, comme je vous ai expliqué, on consomme pour un tiers d'électricité, 2 tiers de chaleur. Ça, c'est un peu propre à la chimie. Donc, pour décarboner l'électricité, c'est assez simple, c'est faire des contrats d'électricité verte.
On a fait un certain nombre. Aux États-Unis, on est quasiment complètement décarboné. En Chine, on est D'accord. Et pour décarboner la chaleur, les Et la déterres, chaleur, il y a 3 grandes familles de solutions. Soit l'électrification, quand on peut le faire, ce qu'a fait Eiffage Group. comme ce qu'a fait Eiffage Group, soit mise en place de chaudières solides type biomasse ou déchets, soit des gaz verts. Hein. Donc, on applique les 3 en fonction des géographies. On essaie de sélectionner la meilleure solution. Alors, le gaz vert, justement, vous en utilisez à travers des contrats d'achat direct qu'on appelle les BPA. Oui. Est-ce que ça fait, je crois que vous avez signé un des premiers BPA en France avec Engie, qui portait sur, vous allez nous le redire, c'est 300 gigawattheures par an, et c'est depuis le 1er janvier 2023, donc ça fait un peu plus de 2 ans. Voilà, Quel retour d'expérience vous avez? On avait signé pour un BPA de 300 gigawattheures par an sur 10 ans, donc on a déjà 2 ans derrière nous. Je dirais que ça se passe bien. C'était, comme vous l'avez notifié avec Engie, on a 17 méthaniseurs qui produisent dans le cadre de ce contrat et on est livré très régulièrement. Je dirais, ça se passe bien. Ça se passe bien dans la livraison, ça se passe bien dans la relation commerciale, ça se passe bien aussi dans le fait de pouvoir le prendre en compte dans la réduction de nos émissions de Scope 1. Et ça a été évoqué, hein, on souhaite à tout prix que les règles du GHG Protocol, qui est la référence pour notre reporting environnemental, ne changent pas lors de la révision de 2026 ou 2027. Aujourd'hui, on en ces tire émissions profit. liées au BPA, vous pouvez les déduire dans le cadre du bilan du GHG Protocol. Exactement. Et c'est pris en compte en respectant l'ensemble des règles du GHG Protocol. Elles sont également prises en compte. Je pense que vous en avez un avantage sur le marché carbone, sur l'ETS. Et il se trouve que le site où on les alloue est un site ETS. Et donc là aussi, il y a un cadre qui nous permet, je dirais, de payer, d'émettre moins, de reconnaître ceci comme une réduction d'émissions, donc d'avoir moins de coût carbone qui est compensé bien sûr par le surcoût du BPA, mais je dirais c'est l'ensemble de ces éléments qui rentrent dans l'équation de décision, disons. D'accord, donc pour schématiser, vous payez moins de taxes carbone. On paye moins de taxes carbone, voilà. À ces contrats d'achat. Exactement. Direct. Est-ce que vous avez des attentes particulières justement par rapport à certains leviers de décarbonation Je dirais, les attentes pour l'électrification, une électricité compétitive. Pour le biométhane, également avoir des solutions qui restent compétitives et disponibles. Il ne faudrait pas que le développement, par exemple, des CPB qui va se faire, vienne cannibaliser des volumes disponibles. Les CPB, les certificats de production de biométhane, qui vont être plutôt demandés par les fournisseurs d'énergie. Exactement. Mais vous avez peur qu'ils prennent les mêmes, on peut pas, le même volume sortant d'un méthaniseur ira soit à gauche en CPB, soit à droite en BPA. Il faut qu'on ait suffisamment de volume pour que des industriels comme nous, à la fin dans 8 ans, puissions encore trouver des solutions avec le biométhane. Adrien Berthier, donc pour Aluminium Dunkerque. Alors, j'avais noté 500 000 tonnes de CO2 par an. Oui. Quelles actions vous avez prévues pour réduire ces émissions ? Alors voilà, oui, pour les 500 000 tonnes pour nos émissions directes. Nous, on a prévu une transition un peu comme Eiffage Group, qui est en 3 horizons de temps, qu'on a intitulé améliorer, accélérer et accomplir. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà des infrastructures, des équipements qui existent que nous devons. La première phase est d'améliorer l'existant. On peut noter que le 2024 a été une année historique sur notre consommation d'électricité. On est passé la barre de 13 MWh par tonne, où la moyenne de l'industrie est plutôt à 14 ou 15 MWh par tonne d'aluminium produit. Donc on est vraiment à la recherche de cette excellence-là. Ça comprend aussi des projets de récupération de chaleur et des projets de recyclage. Par ailleurs, on forme aussi nos employés à ce qui va venir, parce que là c'est la phase facile, c'est la transition. Donc en formant nos employés aux enjeux de la transition climatique, notamment avec la fresque du climat. La deuxième phase accélérée, c'est principalement une réduction de nos émissions directes avec la technologie de capture carbone qu'on regarde à pouvoir adapter sur nos procédés.
et la mise en œuvre de toute la chaîne de valeur qui va avec. Alors, comment avec ça nos se partenaires. passe, cette capture du carbone? La capture Comment de vous allez carbone, c'est donc une adaptation de notre procédé qui aujourd'hui a une faible émission en quantité de CO2. Il y a des grands volumes, mais qui sont relativement dilués. Donc, on regarde comment préconcentrer ce système avec des partenaires technologiques et par ailleurs à pouvoir transporter, stocker avec le territoire du Dunkerquois, avec lequel on travaille de façon proche pour pouvoir expédier CO2. Bon. Et enfin, je vais permettre de finir sur la partie accomplissement qui comprend en fait l'anticipation de l'avenir, des technologies vraiment de rupture, de changement de technologie qui nécessitent beaucoup d'anticipation et des discussions avec les développeurs technologies. Alors, vous voulez changer de technologie pour faire Alors, quoi? En l'occurrence, pour la technologie anode inerte qui prévoit de pouvoir supprimer les émissions lors de la réaction. Les émissions de CO2 lorsque vous fabriquez lors de la fabrication de l'aluminium, vous tout à fait. allez les changer pour qu'il n'y en ait plus? Tout à fait. Et c'est une technologie qui est en voie de développement, qui est encore pas mature à l'échelle industrielle, qui va prendre encore une bonne dizaine d'années avant d'être commencer à être industrialisée. Là, vous dites 2050. Oui, mais pour les premiers, hein, c'est-à-dire que d'ici 2050, nous serons équipés de la technologie. Très bien. Et est-ce que par rapport à ces différents leviers là que vous avez évoqués, comment vous pensez les rentabiliser? Parce que ça coûte cher, j'imagine, de capturer le CO2, voire de changer tous vos procédés. Alors oui, on a les freins, la décarbonation. En fait, principalement, déjà, il faut qu'on ait une bonne visibilité sur la pérennité de notre site actuel, avec une électricité qui soit compétitive. Je crois qu'on en a parlé lors de la première table ronde avec France Industrie notamment. Pour nous, c'est clé. Oui, l'électricité, vous êtes le premier consommateur en France. En effet, le prix de l'électricité, ça... Il peut y avoir des écarts entre 30 MWh avec d'autres sites de zones de production mondiales, au Canada, au Moyen-Orient et d'autres zones privilégiées. 30 € par mégawattheure par tonne. Vu ce qu'on consomme, je vous laisse faire l'équation. Voilà. Par ailleurs, on a vraiment besoin aussi que cette électricité soit décarbonée, puisque aujourd'hui, je l'ai dit, pour notre scope 2, voilà, on a un écart, on a 4 tonnes, la moyenne mondiale est à 16 tonnes. Si on n'a pas une électricité décarbonée, ça ne sert à rien de mettre en œuvre. C'est le cas en France, en fait. Tout à fait. En grande partie le cas en France. Et il faut que ça le reste. Très bien. Et est-ce que vous voulez nous parler aussi de le rôle du CBAM, par exemple, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières? Est-ce que vous y êtes impacté? Alors, on est en plein, effectivement, dans l'implémentation du CBAM. Nos équipes travaillent vraiment à voir comment faire pour l'adapter, que ce soit bien en phase avec nos attentes. Nous, effectivement, les risques, c'est la visibilité sur les prix du CO2, sa fluctuation, et comment faire pour pérenniser l'investissement et l'activité existante. Donc, c'est effectivement des choses qu'on regarde en parallèle aussi avec les systèmes de subvention qui se rapprochent des mécanismes du CCFD, les Carbon Contract for Difference, qui sont en cours d'implémentation sur le territoire français avec l'appel à projet des grands projets industriels de décarbonation. Merci beaucoup. Je voudrais revenir vers vous, David Bocquin, pour Eiffage Route, parce qu'on a évoqué les garanties d'origine. Est-ce que ces garanties d'origine, justement, vous permettent de réduire, de diminuer votre bilan carbone? Comment ça se passe? Aujourd'hui, on est un petit peu partagé puisqu'on est soumis à une classification sur l'ensemble du groupe qui est plutôt une évaluation BGS qui tient pas forcément compte de ces garanties d'origine. Néanmoins, la profession utilise des outils comme SEV, qui est un éco-comparateur qui sert de jugement dans les appels d'offres, qui lui tient compte des bénéfices qu'amènent ces garanties d'origine. Donc pour nous, il est important effectivement de continuer les opérations de sensibilisation dans le comptage général des empreintes carbone des entreprises. Néanmoins, de toute façon, la profession garde en tête le bénéfice qu'apporte et le valorise dans le jugement des appels d'offres. Les donneurs d'ordre demandent du bas carbone. Oui, mais l'outil SEV est de plus en plus reconnu et il sert vraiment de référence. Il est approuvé, il est porté par la profession et par la FNTP, donc il est approuvé. Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons passer à vos questions et j'attends donc vos questions pour nos trois industriels. Je crois qu'il y en a un certain nombre. Première question, quelle comptabilité carbone utilisez-vous et quelles implications pour vous?
Alors, quelle comptabilité carbone? Je vais continuer avec vous. Rappelez-nous là, justement pour Eiffage Route, la comptabilité carbone. Donc, la comptabilité carbone, je disais, c'est méthode BGES. Elle est faite BGES, c'est le bilan carbone officiel de Elle l'ADEME. est faite par la direction du groupe, et nous, on remonte, chaque branche remonte ses données. Après, au niveau de la route, on fait une comptabilisation parallèle intégrant les paramètres que j'évoquais précédemment, à savoir le gaz vert notamment. Voilà. Et vous ne faites pas la comptabilité du GHG protocole? Non, c'est-à-dire on milite pour qu'il y ait éventuellement une révision et qu'on puisse adapter la comptabilisation avec ce protocole, effectivement. C'est ça. Et vous, c'est l'inverse. Vous faites une comptabilité GHG protocole? Exactement, on suit les règles du GHG protocole et donc on a, je dirais, dans le cadre de la CSRD, on développe, je dirais, tout un reporting, une comptabilité sur les bases des règles du GHG protocole. Et vous, quel est pour Aluminium Dunkerque? Quelle est votre comptabilité carbone? Étant exposé à l'ETS, donc on a déjà le rapport à l'ETS, on rapporte également pour le BGES et pour nos clients qui sont sous fonds international, on a des référentiels GHG protocole. Parfait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et sinon, alors, est-ce que vous regardez le bio-GNV, justement, pour décarboner votre flotte ou celle de vos logisticiens? Bonne question. Est-ce que vous regardez le bio-GNV? Arkema, vous regardez le bio-GNV pour décarboner les flottes? Forcément, on regarde un petit peu la décarbonation de la logistique, même si c'est vraiment très mineur par rapport à l'ensemble de nos solutions, enfin de nos émissions, pardon. Mais comme chaque secteur doit contribuer à la réduction, ça faut pousser soit l'utilisation de diesel vert, soit effectivement l'utilisation de GNV, mais il n'y a pas une préférence particulière, un axe particulier. Aluminium Dunkerque? GNV, on partage les enjeux d'Arkema. Alors, on a la particularité d'expédier quand même plus de 70% de nos produits par train. Et c'est surtout notre premier axe, c'est de réussir à optimiser ce ratio. Et au-delà de ça, effectivement, on a, quand l'opportunité se présente, d'avoir des contrats qui incluent soit du biodiesel, soit du bio-GNV, de les rajouter au contrat. Et vous, pour Eiffage Route? Pour Eiffage Route, alors, pour les industries, ce n'est pas un levier important. Je l'ai cité tout à l'heure, il y a néanmoins l'utilisation d'HVO pour les engins dans les usines. En revanche, c'est plus important pour les carrières, qui ont moins de leviers, qui ne sont pas consommateurs de gaz, ils sont principalement consommateurs d'électricité. Donc, pour les carrières, c'est un levier important. Et pour les travaux, évidemment. Donc, oui, on consomme du HVO et du B100 de façon croissante avec un objectif et quelques inquiétudes par rapport aussi à ce futur marché et le risque que l'industrie aérienne s'accapare les volumes disponibles à horizon de quelques années. Ah. Mais bon, on utilise cette ressource évidemment pour décarboner les autres activités. Prochaine question. Y a-t-il un consensus sur l'efficacité et la résilience de la technologie CCUS sur laquelle est basée la plupart des roadmaps de décarbonation présentés? Donc CCUS, c'est donc le captage du carbone et son utilisation et son stockage. Alors y a-t-il un consensus sur l'efficacité de cette technologie? Qui pourrait m'en parler? Aluminium Dunkerque. Oui, alors en tant qu'effectivement gros émetteur, dans la feuille de route de la plupart des gros émetteurs en France, le CCS était vraiment la technologie qui est revenue comme le levier le plus intéressant pour la plupart des sites industriels et d'où nous faisons partie. Alors nous, on a la chance de faire partie du hub de Dunkerque, sur lequel il y a beaucoup de sites industriels et une possible utilisation des infrastructures, ce qui dégage un vrai gain en termes d'efficacité de la chaîne de transport. Ceci dit, il est vrai que la technologie de capture carbone pose des questions sur la rentabilité et c'est des choses qui sont étudiées de près par tout le monde. Oui, c'est ça. C'est vrai que pour vous, vous expliquez qu'il y a une question de concentration du CO2 dans les fumées. C'est ça, là, elle est trop faible, donc pour que ce soit rentable, il faut qu'elle soit un peu plus élevée.
Oui, alors tout à fait. Alors, nous, on travaille à se rapprocher des standards de la filière CCS, à pouvoir atteindre des concentrations qui sont proches de ce qu'on peut avoir dans d'autres industries. Au-delà de ça, la question aussi de savoir la rentabilité de la filière CCS de manière générale, elle est en fait extrêmement efficace en termes de quantité de CO2 à abattre, parce que pour des filières industrielles qui n'ont pas d'autres solutions que de faire le CCS. On parle bien du dernier levier, hein, c'est que les autres leviers ont été actionnés auparavant. Oui, c'est extrêmement efficace. Maintenant, c'est la question de la rentabilité financière et de l'appui du gouvernement et des subventions pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions. Une autre question. Sinon, je voulais vous demander... Alors... une question pour Aluminium Dunkerque et Eiffage semble ne pas s'intéresser aux solutions BPA. Est-ce que c'est une question de prix? Et Arkema, quel conseil donneriez-vous aux ETI énergo-intensives qui souhaiteraient contracter des BPA et qui reculeraient face au prix? Alors, je commence par Aluminium Dunkerque et Eiffage. Pourquoi pas de BPA pour l'instant? Eiffage Route Principalement, je pense, c'est une question économique. C'est-à-dire aujourd'hui, l'équation, elle n'est pas tenable, surtout sur un marché qui est en difficulté et plutôt en baisse, où les enjeux de l'énergie sont primordiaux. Et c'est plus cher un BPA que des garanties d'origine? Bien sûr. Oui. D'accord. Et vous? Nous, c'est une question de volume aussi. Hein. C'est que la quantité de gaz qu'on consomme par rapport à l'électricité, qui est vraiment prépondérant pour nous, c'est un... Voilà, dans l'effort Pareto, on se concentre d'abord sur les investissements CAPEX qui auront lieu sur la partie CCS notamment. Voilà, donc c'est une orientation privilégiée face au contrat. Les PPA pour l'électricité? Les PPA, alors c'est des choses qui sont regardées par ailleurs. Hein. Ah, regardez pour l'instant. Très bien. Et donc, Monsieur Deberg, Arkema, le prix de ces BPA, justement, est-ce que ça coûte cher? C'est forcément toujours trop cher. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. On a fait le choix. Plus cher que le cours du gaz, c'est sûr, mais de combien? Non, mais donc plus. là, on est bien dans le cadre sur du long terme. 10 ans. Donc 10 ans, on achète des garanties d'origine qui viennent se rajouter au prix du gaz. Donc c'est bien un coût, un extra cost au-dessus du prix du gaz. C'est ce qu'on a fait comme opération. On est donc dans un mécanisme de biométhane qui est subventionné et pas d'un biométhane non subventionné. Pourquoi est-ce qu'on a été capable de payer ce surcoût? C'est que ça nous a permis, en fait, sur l'usine où on l'a alloué, ces 300 gigawattheures, de faire baisser fortement l'empreinte carbone du produit en question et de pouvoir revendiquer d'une manière tout à fait justifiée. Donc c'est pour faire des polyamides, donc un polymère de spécialité, très bas carbone, qui a une empreinte carbone lui-même de 70% plus basse que le produit concurrent fossile. Et derrière, vos clients les achètent. Et nos clients, soit ils payent un peu plus, soit ils en achètent plus. Donc il y a l'effet volume, la croissance du business et éventuellement un effet premium parce que derrière ils vont pouvoir revendiquer dans les chaussures de sport par exemple qu'ils vont faire avec ce polymère, et le fait qu'il soit très bas carbone et donc ça a une valeur pour eux. Et Arkema d'ailleurs vient de signer un nouveau BPA, je crois. Et on vient de signer un petit BPA là pour des adhésifs, donc pour la marque Bostik, tout ce que vous pouvez retrouver dans les grandes surfaces, qui fait que l'énergie pour produire ces adhésifs est maintenant complètement décarbonée en France. Merci beaucoup à tous les trois. C'était vraiment très intéressant, ces retours d'expérience, et on voit à quel point il y a des leviers de décarbonation qui sont tous différents et adaptés à vos entreprises. Et maintenant, nous allons passer à la conclusion de cette matinée France Gaz. Merci Carole. Merci beaucoup. Merci.
Merci à vous de nous suivre pour cette matinale France Gaz et je laisse le mot de la fin à Frédéric Martin, donc le président de France Gaz. Merci Carole. Écoutez, d'abord un très grand plaisir parce que les interventions qui ont eu lieu sont de grande qualité. Moi, ce que je constate, c'est que dans un contexte quand même qui est extrêmement difficile, que ce soit en France ou au niveau européen, et contrairement à ce que certains disent, les entreprises et notamment l'industrie se décarbonent. On l'a vu, les exemples très pragmatiques qui ont été présentés dans la dernière table ronde montrent que tout le monde est autour de la table et de manière très concrète dans les usines pour décarboner. Ça c'est le premier constat, c'est dire arrêtons de dire que les entreprises ne veulent pas se décarboner, elles sont en train de se décarboner. Qu'est-ce qu'elles ont besoin pour se décarboner? Je pense que c'est assez clair. Elles ont besoin de solutions multiples. C'est-à-dire qu'on a vu dans les derniers exemples que chaque industriel adapte sa stratégie en fonction de ses contraintes, que ce soit les OPEX, les CAPEX, les demandes de ses clients et évidemment de ses choix énergétiques. Et je crois que les exemples sont vraiment très révélateurs de cette nécessité de neutralité technologique et de molécules, d'ailleurs, je dois dire, auxquelles la filière gaz s'attache. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième sujet, c'est d'être très solidaire au niveau français. Je pense qu'on est dans un combat mondial pour défendre notre industrie et je pense qu'il est indispensable que ce soit la filière gaz qui est évidemment aujourd'hui ici aux côtés des industriels, mais que ce soit le cas également des politiques et de l'ensemble des administrations, soit bien solidaire au niveau de ce tissu qui est vraiment aujourd'hui en grand risque et qu'il faut absolument appuyer. Enfin, on voit que le débat est au niveau européen. Et grâce aujourd'hui, et je remercie encore France Industrie et le MEDEF, avec qui on travaille main dans la main pour défendre le secteur industriel, on a besoin d'un cadre régulatoire européen et français qui soit pas protecteur, mais équitable simplement dans les règles qui s'appliquent vis-à-vis des concurrents de nos industriels français. Et donc, en conclusion, moi je dirais simplement liberté de choix, pragmatisme, performance, parce que il faut rester performant, on est dans un monde de compétition. Et puis, on ne l'a peut-être pas assez dit aujourd'hui, un soutien plus important sur les solutions technologiques de la prochaine décennie. On défend pied à pied la vie de nos industriels aujourd'hui, mais je pense que les industriels, c'est un temps long. Et il faut non plus pas négliger les investissements d'avenir, notamment, M. Mazinga en a parlé, sur la pyrogasification, la gasification hydrothermale, l'hydrogène, par tout ce que l'on a. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas contraindre les industriels et les consommateurs en général, il faut leur offrir des solutions. Je pense que tout le monde est d'accord pour se décarboner, mais il faut un peu libérer les énergies. Voilà. Donc au même titre qu'un sport que j'adore, qui est le rugby, je pense qu'il faut vraiment libérer, on a besoin de tout le monde, mais il faut vraiment qu'on travaille avec les mêmes règles sur le terrain de jeu qui est celui de la compétition internationale. Merci beaucoup. Je pense que le message est passé et je voulais donc vous rappeler que le livre blanc sur les solutions gaz pour décarboner l'industrie est disponible dès maintenant sur les sites des 3 partenaires qui sont donc France Gaz, GRDF et Natran. Vous aurez le lien de téléchargement. Et nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition des matinales de France Gaz le mardi 27 mai. Cette fois-ci, nous parlerons de la décarbonation de la mobilité terrestre. Merci à vous également de nous avoir suivis et merci à toutes à la prochaine fois. Merci à vous.